se met dans quel ordre? Dans l'ordre des intervenants, on se croise. Bonjour, ça va? Salut toi. Donc comment on passe les slides? En fait, il fait un tour rapide. Je lui ai demandé sur le groupe, parce que je partais sur un truc et tout. Rapidement, il n'y a même pas une minute, tout se présente. Et après, il va pouvoir chercher quand il y a des questions et des slides, enfin des signes. On ne balance pas en petite présentation de. Bah, mais c'est ça, je pense. Ah, mais ça, il manque une... Il y a un ordre. Peut-être vous mettre tous les trois, vu que c'est des projets quand même. Mais après, et puis on se met à deux sur une table, c'est ça, parce qu'on est cinq. Normalement, il y a assez de chaises. Oui, par contre, il n'y a pas autant de tables, mais. Moi, je vais on se met au table. Prenez le temps de développer, on est là pour ça. J'espère que vous êtes bien restaurés. Je vous propose de continuer notre journée. Donc installez-vous confortablement. On va poursuivre donc comme prévu avec une table ronde sur le sujet du réemploi en particulier. Donc le réemploi, un processus, on parle de filière, hein, c'est bien qu'il y a un processus complexe derrière avec plusieurs étapes. Il ne s'agit pas juste de prendre un matériau et de lui donner une seconde vie en un claquement de doigts, mais donc il y a plusieurs sujets hein, dans le processus, donc à commencer par la dépose, la déconstruction. Hein, on commence petit à petit à oublier le mot de démolition pour parler de plus en plus de dépose soignée, curage sélectif, dépose préservante, etc. Donc de fait, ça implique aussi une recomposition des façons de travailler, de former des équipes hein, à de nouvelles pratiques de dépose soignée. Donc il y a un premier aspect, le premier prérequis, c'est vraiment cette dépose soignée, sans laquelle ensuite rien n'est possible. La dépose soignée, le tri aussi, hein, parce qu'il ne s'agit pas de déposer et de tout mélanger ensuite. C'est beaucoup plus compliqué voilà, d'avoir une benne où tout est mélangé, si on veut faire du réemploi. Donc la dépose, le tri, après il y a souvent tout un entre-deux-vie, hein, plus ou moins long. Dans le cas idéal, on peut faire des fois du réemploi in situ, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc il va falloir avoir de l'espace pour entreposer ces matériaux. Il va falloir parfois reconditionner, nettoyer un petit peu les matériaux. Et puis après se pose la question de la repose, donc la qualification de ceux-ci, tout d'abord leur fiabilité, qui pour qualifier les matériaux, comment s'assurer de leur qualité puisqu'il ne s'agit pas de matériaux neufs, et puis aussi comment faire en sorte que les matériaux soient reposés en bonne et due forme. Donc il y a voilà, tout un ensemble de questions et d'enjeux que je vous propose d'aborder dans cette table ronde. Donc, voilà, la table ronde. Donc, aujourd'hui, alors est-ce que Romain Tournois est dans l'hémicycle ou pas encore? Bon, il était là, il va nous rejoindre tout bientôt. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord donc Jean-Baptiste Durand. Donc, Jean-Baptiste, vous êtes fondateur et gérant de la société Réempro, donc une jeune entreprise, mais qui se diversifie et qui grandit ces dernières années.
Donc vous développez des solutions voilà, de réemploi un petit peu clés en main, de la dépose à la recherche d'exutoires. Donc vous allez nous expliquer tout ça. Jean-Baptiste Durand, j'ai aussi à mes côtés donc Frédéric Denis. Ah, le micro, non c'est bon. Frédéric Denis, donc vous êtes architecte. Comment s'affaiblir ? Vous êtes architecte et vous êtes cofondateur, donc architecte chez le cabinet Archipel Zéro. Donc vous allez nous expliquer peut-être un peu pourquoi ce zéro, qu'est-ce qu'il y a derrière. Architecte, cofondateur donc de Permac, donc une association qui porte notamment le projet du hangar zéro. Donc là, on se situe dans la région voisine, hein, en Normandie. Donc vous allez nous expliquer un petit peu voilà, votre démarche et le projet. J'ai la chance aussi d'avoir Sébastien Potier, donc vous êtes aussi coordinateur sur ce projet Permac, et également Pierre Bouisset, donc vous êtes aussi architecte et conseiller au CAUE, donc Conseil Architecture, Urbanisme, Environnement de la Somme, et vous représentez aussi, donc il y a l'Union régionale des CAUE, voilà. Et donc vient d'arriver Romain Tournois. Donc Romain, bienvenue. Vous êtes donc expert conseil chez Socabat. Donc c'est un groupe mutualiste hein, qui a déjà une assez longue histoire derrière lui, donc qui regroupe un panel d'experts sur ces questions justement d'assurance dans le domaine du bâtiment. Et donc voilà, on a tous nos intervenants, tout le monde est installé, on va démarrer. Alors pour démarrer, donc je vous ai présenté très brièvement, mais peut-être si vous voulez en quelques phrases, vous présenter votre historique, votre démarche, qu'est-ce qui vous parle dans le réemploi, voilà, assez brièvement pour faire un premier tour de table et que tout le monde vous identifie. On peut faire de gauche à droite. Très bien. Merci. Sébastien Potier, Permac, je suis coordinateur depuis 5-6 mois au sein de Permac. Ce qui nous motive, nous, c'est de créer du lien et de faire que le réemploi soit maximisé sur le territoire du Havre. On participe activement à un projet, on accompagne le projet du hangar zéro depuis 5 ans. Et on est fiers d'avoir atteint un fort taux de réemploi au sein du hangar zéro. Donc, bonjour tout le monde. Pierre Bouisset, donc je suis. Alors j'ai plusieurs casquettes, notamment aujourd'hui parce qu'on est dans les Hauts-de-France. Je suis architecte urbaniste, donc d'une part conseiller pour les CAE, pour l'URCAE et particulièrement pour le CAE de la Somme. Peut-être en un mot le CAE donc. Le CAE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, qui a pour but d'accompagner à la fois les collectivités, les particuliers, les entreprises dans leur projet d'aménagement, d'urbanisme, de paysage, et qui a une mission par la loi de 77 sur l'architecture de sensibilisation, de diffusion de la culture architecturale. Et donc architecture au sens large. Et puis donc par ailleurs je suis architecte libéral, praticien au Havre, co-initiateur du hangar zéro et président de Permac. Donc on est une petite bande de Havrais ici, et je passe la main au troisième. Bonjour, Frédéric Denise, architecte. Donc, mon agence s'appelle Archipel Zéro. Je suis aussi initiateur effectivement de la plateforme Permac, qui veut dire plateforme d'échange et de réemploi de matériaux de construction. Donc la pratique de Archipel Zéro, pour répondre à votre question, c'est zéro déchet bien sûr, mais aussi zéro tout ce qui n'est pas bien, zéro béton, carbone par exemple, zéro carbone évidemment. Donc la pratique d'Archipel Zéro, c'est en répondant à un programme, c'est éviter de construire. Enfin, construire le moins possible, ne pas détruire. Et puis, si on construit, c'est uniquement pour l'intérêt commun, avec des matériaux locaux, peu transformés, comme la terre crue, la paille, et bien sûr, les matériaux de réemploi. Bonjour à tous, Romain Tournois, je travaille chez Socabat. Alors, c'est plutôt Socabat en fait qui fait partie d'un groupement mutualiste qui s'appelle la SMA BTP, qui est un assureur un peu connu dans le monde de la construction. Moi, j'ai la chance d'être expert au sein de la SMA BTP, du coup, ce qui me permet d'avoir deux avis sur le sujet du réemploi, qui est celui de quand on va souscrire le réemploi, comment ça se passe, bien en général quand même, et deuxièmement, quand j'ai un sinistre avec le réemploi, comment ça se passe aussi. Parce qu'il faut aussi voir le deuxième côté, c'est l'aspect, on met en œuvre du réemploi, ça va vivre pendant
10, 15, 20 ans? Et si j'ai un sinistre dans les 10 premières années, comment ça se passe? Voilà. Bonjour à tous, donc, je suis Jean-Baptiste Durand, le gérant de la société Réempro. Réempro, c'est une jeune société spécialisée dans les solutions de réemploi pour tout secteur d'activité, tout professionnel. Notre vocation, c'est vraiment d'accompagner les collectivités, les entreprises à réduire leur empreinte carbone grâce au réemploi. On est actuellement une dizaine d'employés. On est basé 2 agences, une à Lille, plus précisément à Ronchin, et l'autre à Bruxelles qui vient d'ouvrir. Donc voilà, donc on est vraiment sur du conseil, la déconstruction sélective, le reconditionnement et la revente de matériaux. Merci pour cette première présentation. Donc je vais peut-être commencer avec une question peut-être un peu ingénue, mais c'est toujours bien de le rappeler. Donc le réemploi, vous avez compris de quoi on parle, mais pourquoi donc pourquoi faire du réemploi en fait? Quels sont les réels intérêts derrière? Et voilà, pourquoi faire du réemploi et pourquoi vous êtes tourné vers cette pratique? Je me tourne peut-être d'abord vers vous, Jean-Baptiste, vous qui avez créé donc une entreprise nativement circulaire, je dirais, dont le but était dès la naissance de faire du réemploi. Donc pourquoi cette démarche et pourquoi le réemploi est-il intéressant finalement? Pourquoi le réemploi? Je pense que on allez-y. est tous sensibles et sensibilisés ici, enfin, j'espère, au réemploi et surtout à l'éco-transition. Le réemploi, c'est une pratique ancestrale qui a été un peu oubliée dans les dernières années. Pourquoi faire du réemploi? Pour la première raison, c'est que c'est logique de ne pas acheter des choses qui sont encore en bon état. Et en plus de ça, on a 3 avantages à faire du réemploi. Premièrement, c'est l'impact environnemental dans la réduction des déchets, mais surtout la réduction des matières premières, puisque allonger la durée de vie d'un produit, donc on limite les matières premières, on limite les consommations d'énergie, donc environnementalement parlant, ça a un intérêt. En plus de ça, économiquement, on valorise des produits qui étaient voués à être un déchet ou des stocks qui sont dépréciés, et en même temps, on améliore le pouvoir d'achat de certaines sociétés, des artisans. Et le troisième point qui est très important, c'est le côté social, c'est que le réemploi, ça ne se délocalise pas. Le réemploi, on reforme des personnes qui sont exclues du métier, de leur métier. Et donc voilà, ces 3 piliers, c'est pour moi les raisons de réaliser une opération de réemploi. On dit souvent que le réemploi c'est cher, ça reste vrai ça. Est-ce que du coup vous vous attachez à proposer des solutions abordables évidemment pour in fine? Alors cher, je dirais pas ça. Oui, ça a un coût. Il ne faut pas croire que le réemploi c'est gratuit. Mais en général, bien évidemment, on doit se positionner à un prix inférieur au prix du neuf. Quand on dit c'est cher, c'est que c'est pas un bon intérêt. Donc je pense que le réemploi c'est un coût, mais il y a toute une filière qui vit derrière. Il y a toute une économie et ça, je vais me battre pour que ça ait un coût. Pas parce que je suis une société, juste parce que quand c'est gratuit, ça n'a pas de valeur. Et donc il faut apporter quand même une solution à ça. Un petit mot de complément sur cette histoire de coût, par exemple, sur ce qui vient d'être dit, de quelqu'un peut-être? Effectivement, la question du coût n'a pas beaucoup de sens. Ça dépend ce qu'on fait, avec qui, comment, pourquoi. On peut très bien être en réemploi et être carrément, c'est la possibilité vraiment d'être low cost aussi. Voilà. On peut aussi être très très cher en réemploi parce qu'on veut absolument réemployer. Et en fait, c'est vraiment une question de démarche et d'anticipation, de disponibilité aussi des acteurs, trouver les bonnes entreprises, etc. pour rester dans un coût qui normalement devrait être moins cher que le neuf au final, mais c'est pas le but, puisque la question aussi c'est d'économiser sur les externalités négatives, c'est que ça coûte moins cher aussi à la société à la fin, en déconstruction, en termes de pollution, tout ça, quoi. Voilà. Donc beaucoup de bon sens, comme le disait Jean-Baptiste. Alors, quelles sont les étapes clés? Je l'ai mentionné un petit peu en introduction, mais est-ce que, en ce qui vous concerne, vous vous attachez plus particulièrement à une étape par rapport à une autre, donc dépose, logistique, recherche d'exutoires? Bon, je sais que tout est important, mais quelles sont peut-être les portes par lesquelles vous avez pris ce sujet du réemploi à bras-le-corps? Jean-Baptiste, je peux me tourner vers vous. Alors il y a 3-4 étapes importantes. La première, c'est d'évaluer le gisement. On s'appuie, nous, sur les diagnostics PEMD
C'est vraiment une base importante, c'est qu'à partir de là, on peut travailler, on fait la faisabilité du produit, est-ce que c'est un produit avec des normes, est-ce qu'on peut l'enlever, est-ce que ça a été facilement démonté. Donc ça, c'est la première étape vraiment d'évaluer le gisement. Et ensuite, les 2 prochaines étapes, c'est ce qui sont très importantes, c'est soit reconditionner le produit, soit trouver un exutoire, mais que c'est assez lié. Mais c'est vraiment l'exutoire pour moi une partie la plus importante, puisque aujourd'hui, on peut faire du réemploi, démonter tout ce qu'on veut. Mais si derrière, il n'y a pas de réalité économique, s'il n'y a pas de société qui récupère ces produits, qui rachète, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est là où nous, on travaille, c'est tisser un lien économique avec des acteurs, les majeurs du BTP, mais aussi des acteurs des artisans plus petits, pour voir toujours en exutoire, connaître les volumes, les besoins et ce qu'ils recherchent comme produit. Et on s'est axé sur plusieurs produits qui sont très recherchés, la brique, le plancher technique. On est en train de développer le nettoyage des sanitaires, les rééquiper, et ça, c'est des sujets sur lesquels on travaille conjointement avec ces sociétés-là. Donc oui, ça s'illustre, on voit concrètement hein, dans votre activité. Je ne sais pas si vous voulez commenter quelques photos ou étapes. Oui, bah alors peut-être avant, je ne sais pas ce que c'est. Oups, je suis allé dans le mauvais sens. Voilà, donc là, oui, comme j'expliquais, la première étape, c'est évaluer, c'est aller sur le terrain, s'appuyer sur les diacs PEMD, et c'est ensuite voilà, dire qu'est-ce qu'on propose. Est-ce qu'on fait un reconditionnement? Nous, on a investi dans le nettoyage des briques, mais il n'y a pas que, il y a plein d'autres choses qui sont intéressantes. Il y a le plancher technique, on en parlait tout à l'heure. On parle de cloison, on parle de peinture. Nous, voilà, on veut développer aussi les sanitaires. Et c'est surtout ça qu'il faut, c'est créer des valeurs sur le marché, créer des centres de reconditionnement, un peu comme les centres de traitement de déchets existaient pour les déchets, mais vraiment créer des centres de reconditionnement pour répondre à la demande des acheteurs qui veulent, eux, un produit qui soit quand même conforme, qui soit propre. Et voilà, essayer d'avoir un packaging un peu plus propre pour le réemploi. Merci. Alors, est-ce que il y a des compléments sur ces histoires d'étapes clés, justement? Peut-être qu'il y en a certaines que vous avez plus pris à bras-le-corps que d'autres. Oui, Romain? Oui, nous, il y a vraiment quelque chose d'important qu'on a identifié dans le réemploi d'un produit. C'est, d'une part, il y a une première étape, c'est d'identifier les gisements, effectivement, de voir quel produit on peut réemployer. Et la deuxième étape, c'est la qualification. Et c'est souvent là, en fait, où nous, on a un petit peu du mal à savoir qui fait quoi, qui va requalifier, est-ce que c'est le maître d'ouvrage, est-ce que c'est l'entreprise qui va déposer, est-ce que c'est l'entreprise qui va poser, etc. Donc il y a souvent un nœud, en fait, à ce moment du projet qu'il faut essayer de déverrouiller en fixant les choses et en ayant une réunion entre tous les acteurs pour voir comment on fait. Merci. Un complément peut-être sur cette question? On peut peut-être compléter un petit peu. Nous, sur l'exutoire, peut-être, on avait la chance d'avoir le projet à côté, ce qui nous a permis de se lancer on présentera tout à l'heure, mais dans des solutions en fait. Avec les ressources qu'on pouvait sélectionner, on a fait des diag ressources au démarrage et on venait faire une sélection de ressources par rapport à un besoin. Et en connectant ça, on a pu créer des solutions. Donc on pourra les présenter après. Oui, je complète un petit peu ce projet, c'est le hangar 0, donc je présenterai tout à l'heure, mais c'est un grand bâtiment de plus de 2700 mètres carrés, c'est un bâtiment en réhabilitation, mais une réhabilitation profonde, vu que c'est un bâtiment de stockage qui se transforme en ERP, et dont la nature, c'est un tiers-lieu. La nature du projet a fait qu'on a eu une expérimentation très libre, qui nous a permis d'avancer à un rythme qui n'est pas possible dans les projets conventionnels. Et ça nous a permis de faire des erreurs et de revenir, de produire une véritable recherche-action. Merci. Pour continuer, alors, quand on parle réemploi dans le bâtiment, donc en fait, un côté complexe réside aussi dans la très grande diversité de catégories de matériaux, notamment dans gros œuvres et second œuvre. Donc finalement, derrière, il y a des filières assez variées, de la logistique qui n'est pas du tout la même entre une poignée de porte, entre des dalles ou des sanitaires. On ne va pas avoir besoin des mêmes équipements, etc. Est-ce qu'il y a déjà... Et puis aussi, donc on n'a pas la même représentativité des matériaux dans toutes les régions. Est-ce qu'il y a déjà des matériaux qui ressortent de ce que vous pouvez voir de votre activité, des matériaux plus faciles que d'autres à réemployer ou peut-être plus demandés?
Moi, je peux peut-être en parler de manière un peu générale, parce qu'on a une vision assez globale sur autant le logement, qu'il soit individuel, collectif, le tertiaire, l'industrie, etc. Ce qu'on a vu énormément se développer au début en réemploi, c'est ce qui était facile à réemployer, entre guillemets. Je vais expliquer pourquoi après c'était facile. C'est les planchers techniques en bois et les chemins de câble. Voilà. Pourquoi c'était très facile à réemployer? Parce que les chemins de câble, il y avait très peu de risques. Voilà. Et les planchers techniques, il y a un constructeur de planchers techniques qui a déposé un avis technique pour des dalles de réemploi et qui a un peu industrialisé la chose et rendu ça très facile et très lisible pour tous les acteurs. Aujourd'hui, clairement, depuis un an, c'est en train de changer. On voit énormément de projets se faire avec du réemploi, aussi bien sur des éléments de seconde œuvre que sur des éléments et de structure et de clos couverts. Surtout clos, plutôt clos que couverts d'ailleurs. Donc il y a quand même un vrai mouvement de démocratisation, enfin pas démocratisation encore, mais d'amélioration dans le réemploi. Merci. Oui, je confirme le fait que depuis un an ou deux... Je vous laisse, si vous voulez, présenter un peu les diversités de matériaux. Ah, oui. J'appuie. Je reviens en arrière. Non, mais c'était juste pour rebondir rapidement, c'est que on voit une évolution du marché, on voit que de plus en plus il y a des nouveaux acteurs qui se spécialisent. On parlait tout à l'heure des câbles, c'est un nouveau produit dans le réemploi. Clairement, quand Réemploi est né, il n'y avait pas autant d'acteurs et c'est une très bonne chose. Maintenant, on voit un exemple de produit que nous, sur un bâtiment par exemple tertiaire, tout ce qu'on pourrait récupérer, et je pense qu'il y a 2 ans, je pouvais mettre 5 flèches sur cet écran, donc c'est très intéressant. Au-delà de ça, il y a des sociétés comme CGLEC, sont les cités qui sont présents, qui au-delà de dire on va prendre ça, ils s'assurent le produit, on fait des tests, et donc voilà, il y a vraiment une démarche pour assurer ce gisement et pour qu'il y ait des produits qui soient pérennes dans l'emploi. Merci. Et sur la facilité du réemploi, justement, effectivement, ça a commencé par là, mais si on veut donner une chance en fait à la massification du réemploi, comme finalement il n'y a pas tant de projets quand même qui sortent en réemploi, enfin, il y en a de plus en plus, mais ça reste quand même assez marginal. Les architectes se saisissent un peu de la question pour essayer de trouver davantage de débouchés. Normalement, c'est aller au-delà du réemploi, c'est-à-dire le réusage, parce que je rappelle que le réemploi est défini par la loi comme le fait de donner une deuxième vie dans un même usage, un produit. Et si on veut massifier, en fait, donner plus de débouchés, il faut peut-être essayer de trouver d'autres usages. Donc là, c'est plus du réemploi facile. On plonge dans le réemploi complexe, mais justement, c'est intéressant. Ça fait, disons, appel à la créativité et à la technique, justement, que les architectes, les bureaux d'études aiment bien faire. Voilà. Merci. Vous aviez un complément sur cet aspect ? Donc très bien. Alors le réemploi, oui, mais voilà, il y a des questions de repose et de garantie. On entend parfois, oui, faire du réemploi, mais comment faire, notamment avec son assureur. Est-ce que le réemploi est assurable ? Souvent, voilà, il y a pas mal d'appréhensions et de questions sur cet aspect-là, puisqu'on a la chance d'avoir donc un expert conseil en assurance. Romain, quels seraient donc vos conseils ? Déjà, qui pourrait certifier et qualifier les matériaux aptes au réemploi ? Et ensuite, quelle est la démarche voilà, pour assurer les produits ? Lesquels sont déjà peut-être plus vous mentionnez des produits plus faciles à réemployer que d'autres, mais est-ce que le cadre assurantiel suit cette facilité du réemploi ? Et comment faire avancer aussi le secteur ? Est-ce que vous pouvez nous éclairer, Romain, sur ces aspects-là ? Ça va, ouais, c'est après. Et bien après. Alors, je vais revenir un peu sur la base. Est-ce qu'on peut assurer du réemploi ? Oui. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a aucun problème. C'est pas ça. Mais oui, tout est assurable. En fait, c'est juste une question d'équilibre entre. Vous savez qu'un assureur, c'est quelqu'un qui prend des primes tous les ans et qui va payer un jour un gros sinistre. Et en fait, le but du jeu, c'est d'avoir un équilibre entre tout ça. Le système français est fait qu'il est actuellement très bien équilibré, c'est-à-dire qu'on protège énormément le maître d'ouvrage, les entreprises,
c'est normal. C'est sur la base de ce système-là qu'on fonctionne depuis des années. Et on cherche à continuer de poursuivre cet équilibre. Pourquoi le réemploi, c'est compliqué ? À la base, parce que le monde du bâtiment est séparé, j'aime bien dire qu'il est séparé en deux mondes. C'est un peu les bons et les méchants. Vous avez d'un côté les techniques courantes, celles qui sont issues du DTU, des avis techniques, etc. Et puis de l'autre côté, vous avez les autres. Partez du principe que tout ce qui est réemploi aujourd'hui, c'est de la technique non courante. Et donc de base, en fait, ce n'est pas couvert par des contrats d'assurance classiques. C'est pour ça que ça apporte quelques difficultés. Le but du jeu aujourd'hui, il y a deux solutions en fait pour rentrer vers une normalisation du risque, nous ce qu'on appelle un risque normal, c'est d'aller soit de faire rentrer tous les matériaux issus du réemploi dans le bon côté, c'est-à-dire qu'il faut quand même remettre à jour tous les DTU, les règles professionnelles, etc., ce qui va être un peu long, ce qui mettrait 10, 15, 20 ans. Et aujourd'hui, on sent que le marché n'est pas prêt à attendre ce délai-là. Où c'est soit que les assureurs y aillent en essayant de sélectionner le risque, en essayant d'accompagner les entreprises, les maîtres d'ouvrage pour essayer quand même de maîtriser son risque et de ne pas aller faire n'importe quoi. Nous, c'est un chemin entre les deux qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à la fois on assure déjà des projets avec du réemploi. Je disais tout à l'heure, on a eu le cas d'un charpentier qui nous a fait, du côté dans la Charente de mémoire, une école avec tout un préau qui a été fait en structure bois de réemploi, ce qui était quand même pas mal. Et bon, enfin voilà, on a pas mal d'exemples comme ça un peu partout en France. Et la deuxième étape, c'est d'aller normaliser les produits qui sont facilement normalisables, entre guillemets. Donc c'est pour ça que, par exemple, on a fait partie, on a intégré dernièrement le SPREC, syndicat des professionnels du réemploi. On fait partie du projet Spirou. On a tout à l'heure parlé du projet Spirou, mais en fait, Spirou, très rapidement, c'est essayer au travers de 10 essais, 10 projets réels faits de réemploi, d'en sortir des règles professionnelles in fine, dans assez longtemps, mais voilà, c'est par l'empirisme sortir des règles techniques. On a soutenu le projet aussi Métal Réemploi, qui devrait normalement l'année prochaine sortir des règles professionnelles sur le réemploi du métal pour le monde du bâtiment. C'est quand même pas mal. On a participé aussi avec le syndicat des étancheurs pour le réemploi des dalles gravillonnées. L'étanchéité, pour l'instant, on n'en parle pas. Voilà, enfin, nous, on essaye aussi d'accompagner sur le deuxième volet, qui est celui de la structuration de la professionnalisation de la filière du réemploi pour repasser ces techniques-là dans le domaine de la technique courante. Merci. Est-ce que, parmi les autres personnes autour de la table, donc ça fait peut-être écho à ce que vous avez pu rencontrer dans vos pratiques, dans vos métiers et dans vos relations avec les assureurs? Est-ce qu'il y a eu des questionnements, des difficultés? Et est-ce que ce que dit Romain fait peut-être écho à ce que vous avez pu rencontrer? Je peux témoigner du fait qu'on parle beaucoup du réemploi, on n'en fait pas tant que ça, mais en tout cas, quand on en parle, à force de réduire la sauce, à la fin, il reste une question, c'est l'assurance. Après avoir réussi à vaincre les difficultés liées à l'anticipation, à la logistique et à la disponibilité d'acteurs également, spécialisés dans le réemploi, mais à la fin se pose la question de l'assureur. C'est pour ça que je recommande une petite conseil, c'est dès le début de l'opération, quand un maître d'ouvrage souhaite faire du réemploi, c'est d'abord s'entourer actuellement, parce que ce n'est pas encore une pratique assez diffusée dans le métier, aussi bien chez les maîtres d'œuvre que les entreprises, c'est d'avoir les conseils d'un assistant maître d'ouvrage réemploi, de choisir son bureau de contrôle en les auditant sur les questions, et de très, très vite impliquer l'assureur dans la démarche, même dès les esquisses ou l'avant-projet. La première des choses, en parler à son assureur, oui, ça paraît évident, mais c'est bon de le rappeler le plus en amont possible, parler avec son assureur. Peut-être un petit complément, vous vouliez rebondir, Sébastien? Oui, alors la vision un peu large, globale du CAE,
du CAE par rapport des CAE par rapport à cette question, c'est qu'en effet, c'est aussi une question culturelle profonde. On hérite de décennies de standardisation, de massification, depuis l'après-guerre, la reconstruction, etc. Et on s'est retrouvé avec une abondance de réglementation. C'est l'agence d'architecture Encore Heureux qui avait organisé Matière Grise en 2014, une grande exposition au pavillon de l'Arsenal, qui avait fait le bilan en vérifiant que finalement, dans la réglementation, AFNOR, les DTU, etc., seulement 1% était une obligation légale. Le reste était une convention structurelle sur le marché du bâtiment. Et il s'agit aujourd'hui d'imaginer une organisation des filières qui permettent de rassurer les assureurs de la même façon que la standardisation et la massification l'ont fait. Rassurer les assureurs, ça peut prêter à sourire, mais il y a bien un sujet là-dessus. Peut-être un petit complément sur le... Donc il y a aussi, on parlait du diagnostic PEMD, il y a vraiment un sujet aussi, une nouveauté sur la personne qui va diagnostiquer ces matériaux. Est-ce que vous avez une remarque ou un petit éclairage sur ce métier de qualificateur qui pour qualifier ces matériaux, et je suppose ensuite qu'il y a le lien avec l'assureur est fait de manière très rapprochée, cette qualification. Donc c'est assez nouveau, il y a des formations qui viennent de démarrer sur le diagnostiqueur. Pour l'instant, on n'est pas obligé d'avoir suivi cette formation pour faire les diagnostics PEMD. Comment vous voyez les choses par rapport à cette question du diagnostic? Romain? Alors nous, on assure déjà des qualificateurs. Parce qu'avoir une assurance de diagnostiqueur, je veux dire que c'est assez facile. Mais le plus difficile, c'est d'avoir une assurance de qualificateur. C'est vraiment celui qui va apporter une garantie pour le matériau et parfois qui va déboucher sur une garantie décennale. Donc on a quelques exemples d'entreprises qui sont assurées chez nous sur ce volet-là. Comment on a répondu à ça? C'est que, vous savez, un assureur développe des produits d'assurance. C'est un peu... Voilà, on ne développe pas des objets, nous on développe des produits qui sont un peu... Il faut s'imaginer ce que c'est. Et on a donc développé un produit spécifique pour les qualificateurs avec des garanties spécifiques, aussi bien en responsabilité civile qu'en responsabilité civile décennale. Parce que selon les projets, on n'engagera pas forcément les deux garanties et du coup les montants des primes ne seront pas forcément les mêmes. Mais du coup, on a développer un nouveau produit, c'est comme ça qu'on y a répondu, nous en tout cas. Un petit mot sur cette question d'assurance, Jean-Baptiste. Au qualificateur, j'ai une question plutôt. C'est quoi? C'est des tests qui sont réalisés? C'est juste visuels? Comment ça se passe pour... Non, déjà, alors sur les qualificateurs dont moi j'ai la connaissance, c'est que souvent les qualificateurs sont des gens qui vont intervenir sur un domaine particulier. Il y a des gens qui vont être qualificateurs bois, qualificateurs bris, qualificateurs ceci, etc. Donc on leur demande en fait quel est le protocole qu'ils vont utiliser pour qualifier leurs matériaux. Et en fonction de ça, on va leur dire ça on aime bien, ça on n'aime pas, ça serait mieux d'aller là-dessus. Et puis on va jusqu'à trouver un compromis entre nous et l'assuré pour avoir quelque chose qui soit valable au niveau du risque et valable au niveau économique aussi, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas oublier qu'économiquement, ça doit fonctionner. Voilà. Oui, bien sûr, il y a l'aspect économique et l'aspect scientifique, qualitatif, les caractéristiques physiques du matériau comptent, mais il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a d'autres aspects, avant tout l'aspect économique. Vous vouliez rebondir pour finir sur cette question de qualification, diagnostic? Oui, parce que Permac, on était en diagnostic ressources avant, où on sélectionnait ce qui nous intéressait. Et là, depuis 6 mois avec la loi, on se rend compte qu'on est face à des gens qui partent, qui veulent du réemploi, mais qui ne savent pas comment faire. Et ils ont besoin d'être accompagnés. Et il y a une vraie demande de terrain. Et le diagnostic PEMD permet vraiment de connaître les ressources qui sont présentes sur un territoire et de pouvoir vraiment essayer de favoriser le réemploi. Donc il y a un vrai enjeu à se structurer, à se développer et à apporter une méthodologie claire pour accompagner tous les acteurs. Merci. Alors je vais me tourner peut-être maintenant vers vous, Pierre, donc par rapport au CAE, la question du réemploi. Comment est-ce qu'elle aura émergé au sein de vos structures? Donc
En fait, quel levier vous activez en faveur du réemploi dans votre donc au CAUE, et comment vous prenez cette question dans vos prérogatives, et de fait, quel lien ensuite vous entretenez avec peut-être des projets comme Permac, ou peut-être qu'il y a d'autres exemples à d'autres échelles, hein, dans la Somme. Donc voilà, allez-y. Alors, déjà, bon, comme je pense un peu tout le monde, enfin, la loi a tardé le mouvement pour le réemploi, c'est quelque chose qui est historiquement, c'est basé plus sur la question sociale, hein, construire avec peu, et notamment aux États-Unis avec des expériences comme Rural Studio. Je vous invite à jeter un œil sur Internet sur les productions de cette université américaine. Et puis, ça a évolué depuis une dizaine d'années vers la considération écologique. Et en fait, ça accompagne un mouvement, c'est-à-dire que à la fois une compréhension des choses et une abondance de données qui arrivent successivement, une pente qui se dessine. C'est-à-dire que, on le voit dans les rapports du GIEC, le scénario tendanciel du moment est systématiquement le scénario pessimiste de la veille. Les institutions ont du mal à suivre pour produire des lois à hauteur des enjeux, puisque les enjeux évoluent tout le temps. Des plans de prévention des risques, n'importe quel un PLU, etc., ça met plusieurs années pour émerger. Or, ça émerge sur base de données qui ont 5-6 ans qui précèdent. Alors, ce dézoomage pour dire que le réemploi, c'est à considérer pour le CAUE comme un fait culturel. C'est quelque chose qui est affirmé par Nicolas Ribeiro dans une revue qui a été parue qui a été édité par WOW, donc le Centre d'architecture et d'urbanisme de Lille, pour le mouvement de la frugalité heureuse et créative porté par Philippe Madec notamment, et qui est de considérer ça comme un fait culturel, c'est-à-dire que c'est assez emblématique d'une démarche à suivre, c'est-à-dire de l'impact minimum. C'est emblématique aussi parce que ça s'attaque à une complexité. La complexité, c'est le fait que réemployer, c'est finalement contradictoire avec nos manières de construire précédemment. Contrairement, on peut dire, à ce que sont les matériaux biosourcés ou géosourcés, où en effet on peut dessiner des filières qui sont relativement segmentées, tandis que les réemplois, on a tout à réorganiser, et on en finit avec l'extraction, on en finit avec toute une production de matériaux à laquelle on s'était habitué depuis un siècle. Et on revient en effet, alors on disait que le réemploi, tout à l'heure j'entendais que le réemploi était une pratique, en effet. Avant le XXe siècle, finalement, le réemploi, c'était les matériaux de réemploi étaient le gisement principal des constructions nouvelles. Et c'est vraiment comment dire, le XXe siècle est un épiphénomène dans l'histoire de l'humanité par rapport à ça. Donc le réemploi aujourd'hui est porté par les CAUE qui donc cette vision à la fois large et donne des conseils précis aux élus, aux maîtres d'ouvrage divers, aux particuliers également. C'est-à-dire qu'on porte cela comme quelque chose d'emblématique de démarche de transition écologique, puisqu'il y a l'architecture dans CAUE, mais il y a le A, il y a le U et il y a le E. Et à tous les niveaux, on se rend compte en observant ce qui se passe qu'il faut s'engager à faire le maximum, et non plus à attendre les lois, non plus à attendre les réglementations, mais à envisager localement, dans un contexte précis, à en faire le maximum. Oui, en effet, c'est vrai qu'on parle souvent de massification, standardisation. Peut-être que le réemploi, voilà, ne se prête pas forcément à une... voilà, c'est un sujet qui doit être approprié par un grand nombre de personnes pour retourner vers des boucles d'économie très locales. Et en ce sens, peut-être que le terme de massification, qui fait penser à des acteurs assez peu nombreux qui auraient le savoir-faire et les compétences, ne se prête pas au mieux à cette pratique. Alors là-dessus, justement, je n'ai pas envie personnellement qu'on abandonne ce terme à une massification telle qu'on l'a entendue. Je pense qu'on peut, avec les techniques d'aujourd'hui, on parlait de matériaux difficiles à qualifier, à caractériser comme le bois. Je pense qu'avec les techniques qu'on a aujourd'hui, on aurait la possibilité d'avoir des systèmes peut-être portatifs. Alors là, c'est de la science-fiction ou à peine, ça existe déjà de façon plutôt expérimentale, mais d'avoir des systèmes de massifier tout en considérant la singularité des ressources,
en effet, une pièce de bois, elle est strictement singulière, tandis qu'une poutre acier, elle est commune, elle est normée. Depuis 1973, l'acier répond à des normes en France. Donc, n'abandonnons pas cette idée de massification, mais voyons bien de quelle façon elle peut se produire. Donc massifier, oui, mais standardiser, peut-être un petit peu moins. C'est vraiment ça. Très bien. Ensuite, donc on s'aperçoit que pour faire du réemploi, il faut évidemment des équipes formées, des entreprises compétentes, équipées, mais aussi des politiques publiques, des donneurs d'ordre et également voilà, des porteurs de projets, donc les maîtres d'ouvrage, associés de leurs architectes qui soient aussi avertis sur le sujet et qui puissent eux aussi activer au mieux les leviers pour que le réemploi puisse se développer. On va peut-être passer un retour d'expérience donc sur Permac et le hangar 0. Donc voilà, c'est un projet en cours, hein, un chantier assez ambitieux. Il y a, je crois, 70% de réemploi biosourcé. C'est l'objectif, réemploi et biosourcé, atteindre à peu près 70%. C'est même plus, en fait. Même plus. On est à... je vous invite à... Si vous avez les photos, c'est peut-être le moment de les présenter. Tu le fais. Oui, on est sur le projet du hangar 0, donc, qui est un projet de réhabilitation d'un ancien hangar portuaire en interface ville-port au Havre. Donc, interface ville-port, ça veut dire grosso modo une partie du port qui a été délaissée par l'activité portuaire parce que les bassins étaient sous-dimensionnés et certains hangars, certains vestiges du portuaire sont restés. Donc le hangar 0 a pour particularité, je précise relativement au sujet du réemploi, cette particularité d'être aux alentours de 65% de réemploi. Et si on compte les matériaux biosourcés, géosourcés, la terre en matériaux géosourcés, on a de la terre d'enduit. En matériaux biosourcés, on a l'isolant, on a des structures bois. On excède, on est peut-être aujourd'hui à 80-95% de matériaux de faible impact. Donc oui, c'est un projet, c'est un tiers-lieu. En fait, une petite équipe de citoyens qui a rapidement grossi a répondu à un appel à projet Réinventer la Seine qui était organisé entre Paris-Rouen et Le Havre, qui mettait une espèce d'appel à idées, appel à initiatives sur 42 sites, bien souvent des friches. Et donc, au Havre, cette petite équipe de citoyens était la seule équipe citoyenne sur les 42 sites. Par miracle, elle a été lauréate et a pu développer le projet du hangar 0, qui est en sous-titre un laboratoire citoyen des transitions écologiques et sociales. Et en slogan, le hangar 0, on a utilisé le 0 qui initialement était un Q, mais est devenu un 0 à force de vieillissement du lettrage. On a utilisé ce 0 pour en faire aussi un slogan, zéro déchet, zéro impact sur la biodiversité, zéro carbone, zéro laissé pour compte, etc. Donc très ambitieux, avec un système de décision de gouvernance démocratique et un enjeu, le minimum d'impact, prise en charge par des citoyens, que ce soit à la fois un lieu d'enseignement, de sensibilisation, de production, d'expérimentation. Et voilà. On en est aujourd'hui à un projet qui vit depuis sa création, entre les moments où on a démarré le projet et le moment où on a eu les clés. Des gens se sont mobilisés autour du projet, se sont projetés sur les différents sujets vertueux, donc les différentes boucles d'économie circulaire à mettre en place, c'est-à-dire l'alimentation, l'agriculture, le remploi des matériaux de construction. Il y a eu aussi, qui sont moins aboutis aujourd'hui, mais les questions de transport, avec du transport maritime à la voile, du transport à vélo, etc. Le textile, voilà, région productrice de lin, de la laine qui n'est plus utilisée du fait du marché de la laine, etc., etc. Et le bâtiment est construit 65 matériaux de construction. On a utilisé des matériaux qui ne sont pas, pour structure, des matériaux qui ne sont pas des matériaux issus du bâtiment, qui sont des conteneurs maritimes.
Et donc des conteneurs dernier voyage, des conteneurs qui ne peuvent pas revoyager légalement, et qui ont été empilés et complétés par des planchers de bois où la ressource au bois est principalement issue du réemploi. Et on a mis en œuvre différentes techniques. S'appuie là-dessus ce projet dont Fred est à l'initiative, la plateforme d'échange et de réemploi des matériaux de construction, qui date déjà de bien avant le décret d'application de la loi AGEC sur les matériaux de réemploi, et qui expérimente, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire en fonction des ressources, des possibilités, parfois dans l'échec, souvent dans la réussite, et qui sont susceptibles de devenir des modèles. Donc aujourd'hui, Permac, c'est une association. Elle porte le nom de plateforme. Il y a un site qui est à disposition qu'on peut visiter en Normandie. En fait, on est au hangar 0. On est l'interface. On a été l'interface du réemploi. Et du coup, on a recueilli tous les matériaux possibles. Ça passe pas. On revient pour toi, Fred, juste après. On a collecté tous les matériaux, on les a un peu classifiés et on en met à disposition pour le grand public et pour le hangar 0, bien sûr, en premier lieu, au hangar 0. L'idée de Permac, suite à ce développement et l'accompagnement du hangar 0, on travaille sur quatre axes dans la transmission, sur le chantier. Sur le diagnostic, cartographie, donc là on a travaillé sur Diag Ressources et Diag maintenant PEMD pour accompagner les maîtres d'ouvrage présents sur le territoire. Du coup, diagnostic PEMD et ressources. Alors le diagnostic ressources, on était plus sur avec un besoin, on regardait un peu les lieux qu'on nous proposait et on sélectionnait, on faisait du curage sélectif sur les éléments qui nous intéressaient, où on savait que derrière il allait y avoir une utilisation soit au hangar 0 ou soit chez un partenaire. Et diagnostic PEMD, on est plus sur la législation, on fait l'inventaire total de toutes les ressources présentes, et après on peut conseiller et proposer des exutoires aux maîtres d'ouvrage. Donc les deux sont complémentaires. Les deux sont totalement complémentaires. On va dire que le PEMD va plus loin et permet d'offrir plus de solutions en réemploi aux maîtres d'ouvrage. Et ensuite, une plateforme de réemploi qui est en phase de construction. Et on a une expertise qu'on a développée sur plein d'éléments en partenariat avec Pierre et Frédéric et les équipes en place. Je vais peut-être repasser la main à Fred pour... Frédéric, oui, sur ce projet, des compléments. Je voulais juste corriger ce que tu as dit sur le PMD et le ressources. Enfin, le diag ressources va plus loin en fait parce que le PMD il est assez souvent des croix à cocher sur des. Il a sans doute quand même vocation à évoluer ce PMD, je suppose. Il y a le fichier de CERFA qui est paru. Il y a le protocole de base, mais je pense qu'il y a beaucoup de structures qui vont déjà un petit peu plus loin que ça dans le diag PMD. Donc oui, ma question c'était dans quelle mesure les deux diagnostics peuvent s'articuler et est-ce que parfois le PMD ne fait pas finalement office de ressources Oui, non, mais c'est vrai que l'aspect réemploi souvent du PEMD qu'on voit passer c'est parfois un peu négligé, alors que le diag ressources peut aller beaucoup plus loin dans justement la proposition de débouchés. Sur le hangar 0, peut-être surpris de tout ce qu'on fait, c'est vrai qu'on expérimente, c'est un lieu d'expérimentation, donc on a détendu le cadre réglementaire par le fait que c'est de l'autoconstruction participative, donc pas assujetti, en tout cas pas d'assurance dommage-ouvrage. On ne peut pas avoir un autoconstructeur ne peut pas avoir une dommage-ouvrage. Donc ce qui nous permet en fait pas forcément de faire n'importe quoi, mais en tout cas de ne pas être, contraint par cette obligation. Et du coup, on peut expérimenter quand même pas mal de choses. Notamment le réemploi de dalles de faux plafond qui sont généralement très peu réemployées, ou le réemploi de lames de volets roulants en alu injectées de mousse polyuréthane par exemple, on s'intéresse particulièrement en fait aux déchets entre guillemets qui sont des déchets ultimes, qui sont généralement pas recyclables, difficilement recyclables et qui finissent souvent enfouis ou en chaufferie. Donc là on aime bien essayer de trouver un débouché à ces matériaux. Et ça, c'est possible en fait au hangar 0 grâce à
cette autoconstruction participative, mais en détendant le cadre réglementaire, notamment 5e catégorie en ERP, moins de 200 personnes, plancher à moins de 8 mètres, pas de locaux à sommeil, et aussi bien distinguer ce qui est code du travail de ce qui est ERP, de façon à pouvoir être dans la partie code du travail assez libre de faire des choses. Et le volet collectif citoyen, il est vraiment dans l'ADN aussi du projet. Oui. C'est important pour faire du réemploi d'impliquer aussi le collectif citoyen. Oui, parce que c'est beaucoup de temps, en fait, c'est beaucoup de main-d'œuvre, notamment pour aller collecter ces dalles de faux plafond, ces magnifiques dalles de bureau 60-60 qu'on déteste tous, mais qui rendent tellement service pour corriger l'acoustique, mais qui en fin de vie, personne n'en veut, quoi. C'est quelque chose. Donc nous, on s'en sert pour faire notamment des sous-couches de planchers flottants, mais aussi de l'isolation de cloisons, puisque c'est la laine de roche ou laine de verre compressée. Et donc ça a des pouvoirs acoustiques, bien sûr, mais également thermiques. Donc on l'utilise comme isolant thermique à l'intérieur de cloisons qui sont faites avec du bois de réemploi et couverts de sacs de toile de jute, de toile de café. Hein. Le Havre est un grand importeur de café vert, donc on utilise des ressources locales qu'on trempe dans la barbotine, dans la boue, pour venir coller sur ces dalles de faux plafond et ensuite pouvoir faire des enduits-terre dessus. Donc on n'utilise que des déchets, tout est gratuit, mais c'est beaucoup de main-d'œuvre. Donc effectivement, on a besoin de cette énergie citoyenne pour avancer. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, par rapport à cette contrainte assurantielle dont on n'est effectivement pas concerné, sauf bien sûr assurance responsabilité civile. Hein, il faut bien savoir de quoi on parle quand on parle d'assurance. Autre expérience qui a été permise par le Hangar Zéro, parce que ça nous a donné une expérience qui nous a amené justement à pouvoir faire cette réalisation en région parisienne, la ferme des possibles, où là, on a notre dommage ouvrage. Mais le territoire de Plaine Commune, c'est ça ? C'est ça, c'est Astin, Plaine Commune, qui est un territoire d'expérimentation en France qui va assez loin. Bon, c'est lié en fait aux Jeux Olympiques, à toutes les démolitions qui ont lieu sur le territoire de Plaine Commune, Saint-Denis, l'île Saint-Denis, Saint-Ouen, Astin, etc. Ils ont fait un dispositif qui s'appelle Métabolisme urbain, qui est un grand inventaire des matériaux en fait, qui ont été déconstruits pour rendre possible la construction du village olympique, dont on a bénéficié sur la ferme des possibles. Par contre, on a également une grande partie des matériaux qui sont utilisés à la ferme des possibles sont issus de métabolisme urbain, mais on a souhaité aussi démocratiser la pratique. On pourrait dire plutôt que massifier, c'est démocratiser, c'est-à-dire diffuser la pratique le plus possible en travaillant avec des entreprises qui n'étaient pas spécialisées, mais à qui on a demandé de fournir également des matériaux de réemploi. Un plombier chauffagiste, souvent dans sa pratique, est amené à déposer des appareils sanitaires, déposer des radiateurs, un menuisier extérieur à déposer des fenêtres. Donc là, on a un grand gisement de fenêtres qui sont issues de 3 km du site. Donc c'est vraiment du réemploi hyper local qui a été ensuite utilisé pour faire des façades abritant des espaces tampons qui ne sont pas chauffés, qui ne sont pas forcément totalement étanches à l'eau, hein, puisque le bois sur bois, ça joue. Mais il n'y a pas d'enjeu assurantiel à ce niveau-là, puisque derrière, on a des espaces de distribution qui sont carrelés avec des siphons de sol, lavés à grande eau tous les jours. Donc à la limite, s'il y a un petit peu d'infiltration, en fait, c'est pas grave. Donc il y a en fait dans les démarches de réemploi et les contraintes assurantielles, il y a un petit jeu comme ça d'essayer de détendre le cadre réglementaire et de faire en sorte. Donc là, vous voyez les espaces de distribution. On a par grand vent, forte pluie, parfois des petits suintements, un petit peu d'eau qui passe. Voilà. Mais ça atterrit sur ce carrelage avec des siphons de sol qui est lavé à grande eau tous les jours. Enfin, c'est pour expliquer comment cette contrainte de construction non courante n'est pas forcément un couperet qui tombe et qui nous empêche de faire. Il y a toujours une possibilité de faire une analyse de risque, montrer que même si on n'est pas en technique courante, on peut faire. Voilà, donc l'intérieur qui a été également réalisé avec des enduits-terre issus de la terre du site. Peut-être que ça suscite des réactions, Romain ou Jean-Baptiste. Ouais, en fait, ça illustre vraiment que dans un projet de réemploi, ce qui est vraiment important, c'est de savoir dès le début qu'on va faire du réemploi et du coup d'adapter aussi son mode constructif ou la localisation des différents locaux à l'intérieur du bâtiment pour voir comment on veut faire.
Et peut-être que demain, dans les prochains DTU, menuiserie extérieure bois qui existera, on dira les menuiseries de réemploi, on peut les mettre sur des locaux dont on sait qu'on n'a pas besoin d'avoir de classement AEV, d'avoir une étanchéité parfaite. Peut-être que demain, on évoluera vers ça pour simplifier. Parce que j'imagine que là, du coup, vous avez dû aller voir et l'assureur DO et les assureurs RCD pour savoir est-ce que c'était bon, en général, et ils ont dit quoi? Alors non, en fait. On a commencé cette opération en 2018. J'avoue qu'on n'était pas au fait en fait, c'est vrai que dans le réemploi, l'architecte ou l'équipe de maîtrise d'œuvre ou l'assistant maître d'ouvrage va s'occuper de l'assureur dès le début. Là, j'avoue que ma pratique d'architecte était un petit peu différente et que je ne me suis pas du tout intéressé à l'aspect assurantiel, que le maître d'ouvrage a fait appel à son assureur habituel en remplissant lui-même le questionnaire, a sans doute pas coché la case technique non courante. Donc en fait, ils ont bénéficié de la dommage ouvrage, on va dire par absence de déclaration de technique non courante. Il y a eu des petites infiltrations. L'assureur est venu par curiosité. Il a dit ça c'est pas assuré. Bon, bref, c'était pas grave. C'est aussi une technique qui nous a été donnée par un avocat. C'est de considérer que le réemploi est une technique courante. Après tout, qui dit ce qui est courant, ce qui n'est pas courant? Je ne sais pas si la loi le définit, mais en tout cas, un avocat m'a dit c'est de la technique courante, alors que si c'est un charpentier qui pose du bois de réemploi, il fait son métier avec de la ressource qu'il connaît. Idem pour un plombier qui va poser un sanitaire de réemploi. Il sait faire, il sait changer les pièces qu'il faut. On peut considérer ça comme une technique courante. Il y a quand même sur le site de la C2P un diagramme qui montre clairement ce qui est considéré comme étant technique courante, technique non courante. Et puis dans tous les contrats d'assurance, en fait, il y a une explication de ce que c'est que la technique courante, la définition et ce qui est accepté. Dernièrement, ça a même évolué parce qu'on a eu avant l'avis technique ou l'avis technique expérimental devait être obtenu avant le dépôt du permis de construire, en gros, ou le démarrage de l'opération. Alors qu'aujourd'hui, on accepte que l'avis technique soit déposé en cours de travaux et obtenu avant la réception. Mais non, il y a bien une catégorisation claire qui existe. Alors, comme vous le disiez, effectivement, le risque, si je ne dis pas à mon assureur que j'ai une technique non courante, que ce soit du réemploi ou un matériau biosourcé mal connu, le risque, c'est quoi? C'est, in fine, le jour où j'ai un sinistre, que mon assureur me dise soit c'est déchéance complète de garantie, c'est-à-dire que vous n'avez pas de garantie, ou soit ce qu'on appelle une règle proportionnelle, où là on calcule le risque que vous auriez dû payer pour avoir une couverture de ce risque prix-là. Mais je ne cautionne pas du tout voilà, entendez bien, vaut mieux en parler d'abord et puis on trouve souvent des solutions. Mais je pense qu'il y a aussi une méconnaissance. Moi, je fais partie de pas mal de groupes de travail avec la métropole, avec la MEL, avec Team 2, avec CD2E. Ouais. Souvent, on est étonné en fait que les gens n'aient pas le réflexe d'aller voir leur assureur en levant la main, en disant « Ah, au fait, je fais du réemploi ». Alors, des fois, les maîtres d'ouvrage, des fois, ne savent même pas qu'ils vont faire du réemploi, parce que des fois, c'est un peu caché. Ou parfois, oublient de le faire en se disant, bon, c'est pas très grave, quoi. Mais il faut avoir conscience que la conséquence, souvent, on peut la payer 5, 10, 8 ans, jusqu'à 10 ans plus tard, et que ça peut coûter assez cher. Jean-Baptiste, vous avez suscité des réactions? On doit prévenir pour tout type de produit? Ou c'est vraiment les structures, les décennales? Oui. Parce que j'imagine un chemin de câble, en termes d'assurance, c'est pas non plus... Faut quand même le déclarer. Parce que techniquement, si ce n'est pas déclaré, l'assureur peut poser une non-garantie. Je précise qu'après cette erreur de non-déclaration qui n'incombait pas à la maîtrise d'œuvre, tous les autres projets qu'on a fait par la suite et qu'on va vous présenter maintenant sont des projets, bien sûr, dont on a travaillé avec l'assureur dès le début de l'opération. On va le faire en très rapide. Quelques derniers retours d'expérience en 2-3 minutes avant de passer un projet mené par Permac et Frédéric au sein de la communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole. Il y avait un sujet au sein d'un centre de tri. Il y avait des bâtiments, un bâtiment de 1200 mètres carrés
bâtiment modulaire avec plein d'Algeco, et il y avait un souhait de créer 4 zones de réemploi dans les centres de tri de l'ACU. Et donc, en partant de là, Permac a fait un inventaire complet des Algeco, donc type PMD au final, avec le listing de tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Derrière, l'architecte Frédéric, qui était en charge du projet, a sélectionné tous les éléments dont il avait besoin. Tout le reste a été coordonné, alors curé et coordonné par Permac et donné aux associations. Enfin, les associations sont venues le collecter dans les Algeco même, au moment du démantèlement. Je vais revenir. Ah non, pardon, c'est dans ce sens-là. Voilà. Donc là, on voit les photos de l'intérieur. On avait une grosse reproductibilité, donc assez facile comme chantier en fait. Long, mais voilà, assez facile dans la méthode. Et on a pu accompagner les équipes et accompagner les assos dans la récupération de tous les matériaux, dans le dispatchement. Et là, non, voilà. Et après, on arrivait sur la création. Oui, donc en une minute pour terminer, avant de passer à la phase de questions. Frédéric, ces projets. Donc voilà les 4 recycleries qui venaient équiper les 4 centres de tri du Havre. Dont la première est celle de Montivilliers, en haut à gauche, où là, le jeu, c'était de construire avec ce qu'on avait. On arrive à un taux de réemploi de 95%. Le chantier vient de démarrer. Les 4 recycleries devraient être normalement livrées à la fin du printemps 2024. Et on a veillé à ce que chaque recyclerie soit quand même, on va dire, contextuelle là où elle était, en s'intégrant dans l'environnement. Les quelques difficultés qu'on a pu avoir, on voulait utiliser d'autres ressources que celles qui venaient du centre technique des déchets, là, du CTT, dont Sébastien vous a parlé, mais aussi des ressources qu'on trouve dans les centres de tri eux-mêmes. On avait un gros tas de palettes, notamment, donc on a voulu faire des façades en palettes brûlées pour les stabiliser. Bon, ça, le bureau de contrôle nous a dit qu'il ne pourrait pas donner un feu vert sur du bois qui n'est pas du bois de construction, mais nous a conseillé d'en faire non pas une façade, mais une surfaçade, hors mission, c'est-à-dire quelque chose qui ne sera pas assuré, mais qui est du domaine de l'esthétique, dont la seule but était de venir habiller en fait les Algeco. Voilà, c'est une autre façon de, on va dire, traiter ce problème de l'assurance, c'est de sortir du cadre, sortir du champ, sans évidemment prendre de risques débiles, faire des choses qui tiennent. Voilà. Mais le client est parfaitement informé qu'il n'a pas de garantie là-dessus. La ville du Havre a souhaité prendre une dommage ouvrage. Et la dommage ouvrage a demandé à ce que chaque entreprise soit assurée elle-même pour le réemploi. Ça a été un petit peu compliqué, ça a mis beaucoup de temps et ça a complexifié l'appel d'offres parce que certaines entreprises en fait n'obtenaient pas cette attestation d'assurance avec des matériaux de réemploi, ce qui fait que ça a rendu infructueux et il a fallu relancer l'appel d'offres parfois. Donc je le dis pour nos maîtres d'ouvrage publics qu'ils anticipent cette obligation d'assurance et de l'inscrire vraiment clairement dans le règlement d'appel d'offres. Merci. Et donc, pour terminer, je me tourne vers vous, Jean-Baptiste, peut-être pour savoir comment votre activité nouvelle se confronte aux autres corps de métier dans le bâtiment, architectes, assureurs. Est-ce qu'au quotidien, vous êtes amené à rencontrer, je suppose, des personnes qui ne sont pas forcément toutes sensibilisées au réemploi? Comment votre activité, je sais que votre activité quand même prend beaucoup d'essor, mais malgré tout, quelles sont peut-être des fois les réticences ou pas que vous pouvez rencontrer et comment vous faites face à tout ça? Donc, on se confronte avec personne déjà, on essaie de travailler avec tout le monde. Non, il y a clairement une sensibilisation de tous les acteurs qui veulent faire du réemploi. Alors chacun a des difficultés, mais dans l'ensemble, tout le monde est ouvert à réaliser des opérations de réemploi. Il y a l'aspect économique qui est encore très important. Et nous, on travaille vraiment en amont avec les maîtres d'œuvre ou les architectes. On travaille avec tout le monde puisque on est appelé sur une réhabilitation, avant une démolition, donc de ne pas faire un diag de ressources, mais donner un peu notre expertise. Et on est aussi appelé à la fin d'un chantier, par exemple, pour récupérer les fins de chantier. Donc nous, tous les acteurs peuvent travailler avec Réempro, et il y a vraiment un discours qui est de travailler tous ensemble et d'avoir un peu une prise de conscience globale de l'intérêt de faire du réemploi et l'urgence absolue de changer surtout les mentalités. Je pense que Pierre l'expliquait tout à l'heure. On est tous un peu habitués à vivre avec un catalogue, avec des produits neufs.
Et il faut changer un peu cette méthode. Et c'est pas compliqué, c'est juste changer les habitudes. Et il y a beaucoup de choses à faire en réemploi sans passer par les assurances. Nous, on vend beaucoup de mobilier, c'est peut-être un geste simple, mais acheter du mobilier de réemploi, par contre, c'est assez basique, mais ça a un impact important aussi. Donc il y a beaucoup de choses à faire qui sont assez simples dans le réemploi. Merci, et merci donc de montrer l'exemple, et peut-être une actu de l'entreprise. Non, oui, on a ouvert une agence à représenter. Bruxelles il y a un mois, Ouais. et là on attend les investissements pour ouvrir une ligne de reconditionnement de sanitaires en céramique, j'expliquais tout à l'heure, pour reconditionner donc des centaines de toilettes. Pour la petite histoire, c'est vraiment un toilette, ça n'a pas évolué depuis 20 ans, donc juste le reconditionner, le remettre en état, et ça peut repartir pour 20 ans aussi. Ouais, écoutez, merci beaucoup. On n'a pas encore terminé puisqu'on va passer à une phase de questions avec la salle. Donc, est-ce que cette discussion évoque des questions parmi vous? N'hésitez pas, on a un petit peu de temps. Vous pouvez lever la main bien haut et puis activer votre micro. Alors, il y aura plusieurs questions. Jean-Michel Rouillard, Capab Hauts-de-France. J'ai noté une phrase du début de Jean-Baptiste Durand qui a dit « Avec le recyclage, on améliore le pouvoir d'achat des artisans ». Donc dans le contexte actuel, c'est une idée que je trouve très intéressante et qui va contribuer au développement du recyclage. Est-ce qu'on a des éléments pour étayer ça? En fait, il y a pour moi deux questions. La première, c'est est-ce qu'on sait combien le client final est prêt à payer? Si on reprend l'exemple du lavabo, par exemple, un lavabo recyclé, il va être d'accord pour le payer combien par rapport au prix du neuf? Le même prix, moins 20, moins 50. Ça, c'est un premier élément. Et la deuxième chose, on a entendu parler des contraintes qu'amène le recyclage. On nous a parlé de logistique, d'assurance, de tri supplémentaire, de temps passé par les gens sur les chantiers. Donc, qu'est-ce que ça représente par rapport à un chantier, entre guillemets, normal? La différence entre les deux étant, me semble-t-il, le pouvoir d'achat de l'artisan. Donc, est-ce qu'il y a des études autour de ça, des éléments de réflexion qu'on pourrait mettre en avant pour contribuer au développement du recyclage? Alors, il n'y a pas d'études. Par contre, c'est le réemploi. C'est pas le recyclage. Mais non, il n'y a pas d'études concrètes. C'est juste une expérience que nous avons depuis 2 ans. Par rapport aux artisans, c'est surtout une aide qu'on a, enfin, qu'on leur apporte ces solutions sur les produits de déstockage ou alors des produits de déstockage chez les grands majors du BTP. Mais j'ai pas d'informations concrètes, on n'a pas fait d'études, mais le produit de réemploi basique est clairement moins cher que du neuf. Ça, de toute façon, on ne pourrait pas exister si on proposait un produit de réemploi au prix du neuf. Malheureusement, c'est encore comme ça, mais j'ai pas d'études précises. Mais c'est sûr, le réemploi, vous voyez des sociétés comme Leroy Merlin qui déstockent, ils peuvent pas déstocker, c'est 10% du prix du neuf. Donc vous voyez déjà à cette base-là, on peut donner une information que le réemploi, c'est une bonne chose. Une autre réponse à apporter à M. Rouillet? Oui, je pense que cette question-là, en plus, elle est à voir sur un terme suffisant pour l'installation de la filière. Et puis, il y a d'autre part, il y a aussi la question de l'organisation, de la réorganisation économique que ça représente. C'est-à-dire qu'actuellement, la plupart de nos matériaux sont produits, pas forcément certainement pas sur nos territoires, et bien souvent à l'étranger, etc. Donc les plus-values sont relocalisées et les réemplois sont relocalisés. Donc c'est un mieux-disant pour l'économie, certainement à terme. Actuellement, il y a des questions où là, du coup, il va peut-être y avoir une perte de marge chez l'artisan. C'est que les maîtres d'ouvrage proposent des lots spécifiques achats matériaux. Donc, on viendrait dissocier le matériel de la capacité à construire. Donc, les artisans se retrouveraient à juste fournir leur main-d'œuvre. Enfin, voilà. Donc, il y a un sujet qui va arriver là, qui va être un peu complexe à traiter. D'autres questions? Frédéric? Oui, alors moi c'est une question qui me vient en fait de ce qui vient d'être dit justement. On voit que les grands réseaux en fait, par exemple de distribution d'électroménagers, sont en train de réinternaliser en fait complètement en fait l'activité. Est-ce que le risque à terme, en fait, c'est qu'on ne se retrouve pas avec les grands réseaux qui reprennent en fait la totalité en fait des matériaux de réemploi, et avec effectivement ce que vous venez de dire sur les artisans, avec des gens qui ne seraient plus que des gens qui viennent reposer, en fait, ce qui se fait aujourd'hui avec du neuf, qu'on le fasse en fait avec de l'ancien.
et ce qui change quand même aussi un peu la donne en fait sur la dynamique qui va être mise en place. Je trouve que sur le prix, il y a quand même une dimension. Alors vous l'avez un petit peu évoqué en fait, Monsieur Durand. En fait, je pense qu'il y a quand même une dynamique à expliciter. Parce que la logique de l'économie globale, en fait, qui va se créer en fait vertueuse pour le territoire, elle est vraie. Mais évidemment, ceux qui achètent, en fait, ils regardent le prix instantané, en fait, et le prix d'achat, en fait, de ce qu'ils vont avoir. Donc, il y a pour moi, en fait, l'éclairage du prix, en fait, fait partie quand même du développement de la filière. Je pense qu'il y a à rendre et à clarifier en fait ce que sont les prix en fait des produits du réemploi pour que les particuliers, les entreprises en fait de manière générale qui sont les utilisateurs de ça en fait l'utilisent. On est aujourd'hui en train de travailler le développement en fait des filières, mais évidemment vous le savez, c'est la question de l'usage qui est quand même le premier acteur en fait dans une filière, c'est celui qui va l'utiliser, c'est celui qui à un moment donné va l'acheter. Et c'est vrai que alors on y travaille, vous le savez, avec le booster du réemploi au CD2E, mais c'est plus en fait la question de comment on essaye de vraiment donner une dynamique forte. Ici, on a un réseau presque de convaincus, en fait, donc j'ai envie de dire qu'on peut se dire que oui, on a envie, mais la question des volumes, elle est quand même très importante. La question aussi des acteurs qui sont en capacité de faire, monsieur, vous l'avez dit, il faut un AMO, en fait, moi je l'ai noté, un AMO réemploi. Il n'y en a pas partout, il n'y en a pas beaucoup. Nous, on en connaît un certain nombre au CD2E, mais ce n'est pas quand même quelque chose qu'en fait, on va trouver sous le pied d'un cheval, en fait, partout. Donc, effectivement, il faut former les acteurs. Moi, de mon point de vue, il y a vraiment une dynamique de formation à amener pour que dans les réseaux, on soit capable d'avoir plus d'actions sur ce sujet-là, pour que la maîtrise d'ouvrage, en fait, soit volontaire, en fait, pour prendre ces risques-là, parce qu'il y a une dimension de risque que vous avez évoquée, monsieur. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Il y a des techniques non courantes, en fait, qui sont évoquées, en fait, et évidemment, en fait, il faut les travailler petit à petit et rassurer les acteurs parce que il faut les assurer, mais il faut les réassurer en fait par rapport à ça. En fait, je pense que vraiment, nous, le travail qu'on doit mener en fait auprès de cette maîtrise d'ouvrage, c'est vraiment de leur dire, voyez, le réemploi, c'est pas facile, c'est un long chemin en fait dans lequel on est. Vous allez travailler avec nous sur ce sujet, mais en fait, soyez rassurés. Nous, on le fait sur les biosourcés aussi très fortement. Soyez rassurés, vous serez accompagnés et il y aura des acteurs tout au long du processus qui vont sécuriser votre parcours. Mais une chose qu'on n'a pas dite, même si vous l'avez dit sur les AMO, c'est qu'il faut constituer des équipes en fait en capacité de faire tout ça. Il y a des entreprises en fait qu'il faut bien identifier, mais il y a des équipes complètes en fait de l'architecte. C'est pas n'importe quel architecte qui va travailler sur ces projets-là. C'est aussi, vous êtes un spécialiste. J'ai regardé un peu qui vous étiez. C'est le thème même de votre activité. Mais il faut qu'aussi beaucoup d'architectes y travaillent parce que la massification, ça passe aussi par des logiques de plus de gens formés sur ces sujets. Voilà. Oui, allez-y. Oui, mais je pense d'ailleurs que les AMO, enfin, on le pense, et je pense qu'il faudrait systématiquement présenter comme un jalon. L'AMO est destiné à être finalement transitoire. C'est un peu, on en discutait tout à l'heure, comme la démarche HQE qui a eu ses propres AMO à un moment, le temps que la nécessité de produire de l'architecture durable, etc., soit entrée dans les pratiques. De la même manière pour le réemploi, l'AMO est là, on peut l'imaginer constitué d'architectes, d'ingénieurs, etc., pour accompagner depuis la captation de la ressource jusqu'à l'exutoire dans un projet donné, une équipe d'ingénieurs qui accompagne une autre équipe d'ingénieurs plus généralistes, moins concentrés comme Frédéric sur le réemploi. Et puis, il y a l'autre outil qui a été évoqué tout à l'heure, qui était le fait qu'il y a une promotion de l'économie sociale et solidaire, soutenue par la puissance publique, par l'argent public. Et donc, c'est peut-être une façon de bien cadrer les choses, justement pour éviter que ce soit capté par les plus gros, qui risqueraient de dévaloriser le projet de réemploi, le potentiel du réemploi, et de spécifier, de faire évoluer ces structures de l'ESS en structures qui feraient des petits, pas nécessairement dans l'ESS. Et oui, on s'aperçoit que derrière la question du réemploi, il y a déjà vous êtes 5 et il y a déjà une diversité de professions assez importante. Donc en effet, cette question d'équipe, de former tout le monde, de travailler ensemble, oui, mais on ne peut pas non plus tout le temps être ensemble. Donc il y a peut-être de nouveaux modes de faire à travailler. Et peut-être qu'en fait, est-ce qu'assureurs, entreprises, architectes, vous êtes souvent amenés à vous rencontrer? Est-ce que vous avez souvent des temps ensemble? C'est pas forcément sûr.
Sébastien. J'ai un point là-dessus. En fait, Permac, on a initié il y a le mois dernier de réunir tous les acteurs de la filière autour de la table. Il manquait les assureurs, il manquait le bureau de contrôle, mais sinon, il y avait tout le monde. Donc nous, en plus, là, en étant au Havre, on a la chance d'avoir des industriels qui sont des très gros producteurs de déchets réemployables. Donc on a pu mettre tout le monde autour de la table et il y a une vraie volonté du coup les échanges ont fait qu'il y a quelque chose. On se rend bien compte que localement, les gens veulent faire des choses et veulent se coordonner et veulent travailler ensemble. Après, voilà, faut prendre du temps, faut faire des tables rondes, faut échanger, il faut sortir des projets. Alors, si votre estomac vous le permet encore, on peut prendre quelques questions. Alors, levez la main bien haut pour que je repère à peu près combien il y aurait de questions. Et donc là, il y en aurait 2. Alors, Zélie. Oui. Bonjour, Zélie Pierrin pour A4MT, le booster réemploi. C'est plutôt une remarque et un morceau de réponse à la personne qui a posé une question tout à l'heure sur les coûts. Il y a une étude qui a été menée et dont les résultats vont être présentés à la fin de ce mois sur le sujet du coût du réemploi, qui a étudié sur une vingtaine de flux de matériaux, effectivement, comment est-ce qu'on pouvait découper d'où vient le coût de ces matériaux du réemploi et comment est-ce qu'on peut les comparer aussi avec les matériaux neufs. Donc je ne vais pas vous en faire la synthèse maintenant, mais 2 éléments qui sont ressortis de cette étude. Le premier, c'est qu'effectivement, sur les matériaux neufs, la grande majorité du coût des matériaux vient de l'achat de la matière première. Sur le réemploi, la grande majorité du coût vient du processus plutôt de requalification et de reconditionnement du matériau. Donc il y a un vrai enjeu sur le fait de développer ces filières de reconditionnement comme vous êtes en train de le faire, notamment chez Réempro. Et puis le deuxième sujet, c'est qu'il y a une grosse différence si on regarde les différentes gammes de matériaux et qu'effectivement sur des matériaux plus bas de gamme, entre guillemets, on va peut-être avoir plus de difficultés à prouver l'intérêt économique du réemploi, alors que plus on va monter en gamme et plus il va y avoir un vrai gain économique au réemploi. Voilà. En tout cas, si ça vous intéresse, une étude qui a été menée en collaboration avec Alliance Économie, Cycle Up, et qui a été commanditée par l'IFPEP, qui est l'Institut français pour la performance du bâtiment. Et il y a un webinaire grand public qui en présentera les résultats le 28 novembre, sur lequel vous pouvez vous inscrire. Voilà. Merci Zélie. Est-ce que ça suscite une réaction de votre part ? Donc on peut en effet, donc la question de la montée en gamme des fois qui est permise par le réemploi. Donc il y avait encore une question, Marianne. Merci beaucoup. Oui, justement, une question donc plutôt sur le thème des assurances. On a vu justement que vous, les assureurs, vous étiez un acteur évidemment très important dans la démarche de réemploi. Et on a eu l'impression, quand vous avez discuté, que du coup, il y a des choses qui sont sues, mais aussi, au-delà du fait que vous êtes parfois perçus comme ceux qui disent non, vous êtes surtout détenteur d'une information qui paraît essentielle à expliciter aux acteurs, tant sur les matériaux et leurs propriétés techniques, mais aussi sur comment on organise un chantier, de la prescription à la réintégration des matériaux, et comment on vous inclut finalement dans cette démarche. Donc je sais qu'évidemment il y a différents assureurs, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quand même des méthodes communes, ou en tout cas des réflexes communs que vous pourriez davantage expliciter aux acteurs pour que justement vous puissiez être aussi perçus comme finalement un membre de cette démarche de réemploi, plutôt que, encore une fois, l'acteur qui dit non. Alors attention, déjà, il faut savoir là où on s'arrête aussi. On est assureur, on n'est pas émo, on n'est pas maître d'œuvre. Voilà. Enfin, on a des compétences techniques en interne, mais il faut bien définir à quoi elles servent. Certainement pas à dire aux gens comment faire. Les spécialistes, c'est pas nous, c'est nos sociétaires. On part toujours de ce principe-là. Par contre, nous, ce qu'on peut faire parfois, c'est effectivement aiguiller nos maîtres d'ouvrage quand ils viennent nous voir en disant tiens, je vais faire du réemploi. Une des premières questions effectivement qu'on va pouvoir leur poser, c'est est-ce que vous avez fait appel à un AMO ? Parce que c'est vraiment une des premières choses à faire. Le réemploi, moi j'aime dire que le réemploi, en fait, c'est une technologie. Il faut voir ça comme une technologie, mais une nouvelle technologie qui vient de sortir et qu'on ne maîtrise pas pour l'instant totalement et qu'il faut apprendre à maîtriser, et pour ça, il faut bien s'entourer. Mais nous, notre rôle à nous, il doit simplement, je pense, et je parle vraiment que pour moi, je ne parle pas au niveau
de la SMA ou des autres assureurs, il faut faire attention. Notre rôle doit être un rôle d'avertisseur en disant attention, vous êtes sur une route, mais si vous ne voulez pas en sortir, il faudra avoir ça et ça. Voilà. Mais pour l'instant, est-ce qu'il y a une position commune à avoir de la part de tous les assureurs? Oui, ce serait bien. Ce serait bien. Un complément? Pas spécialement. Alors, est-ce qu'il y aurait une toute dernière question concise à poser à nos intervenants? Pas spécialement. Oui, toute dernière alors. On a beaucoup parlé dans le réemploi. Pardon, pourriez-vous vous présenter juste avant? Alban Bordès, architecte. Merde. Pardon. On a beaucoup parlé du réemploi. En fait, j'ai l'impression que c'est beaucoup lié à des éléments modulaires qui peuvent l'être, sauf a priori le bois, où on parlerait du coup plutôt d'une matière. Comme auparavant, on avait tendance un peu à penser que dans le bâtiment, à chaque fois qu'on crée un bâtiment, on crée une carrière, on crée un gisement. Est-ce qu'il ne faudrait pas réaller dans ce sens-là, se dire quand on construit, on vient recaractériser en fait une source pour l'avenir? Je ne sais pas si c'est très clair, mais... On va voir. Non, c'est vrai que j'ai pas bien compris, mais je peux rebondir sur le créer la ressource. Ça fait peur. Enfin, ça veut dire un peu démolir pour pouvoir reconstruire avec ces ressources-là, ou justifier le fait qu'on démolisse en disant bah ok, on démolit, mais on va réemployer. Enfin, ça c'est, je pense que rappeler ici que le meilleur des réemplois, c'est réemployer les bâtiments comme ils sont, quoi. C'est de les rénover, c'est de ne pas les démolir. Donc, je ne sais pas si c'était ta question. Tu parlais du modulaire également. Bah oui, enfin, on a présenté effectivement une opération qui se faisait avec des bâtiments modulaires. Donc là, c'est du réemploi très très facile. C'est pour ça qu'on atteint un taux de réemploi qui est de l'ordre de 95%. Hein. Mais sinon, bah non, l'idée c'est de réemployer tout ce qui est réemployable, des ressources, que ça soit effectivement des choses sécables comme des appareils sanitaires ou des luminaires ou des choses comme ça, mais c'est aussi réemployer des matériaux. Et là, on n'est plus du tout dans le modulaire, on est vraiment dans le fait de réemployer des matériaux comme si c'était des matériaux neufs et avec lesquels travailler. Tu peux y ajouter? Oui. En quelques mots. Là, je vais juste compléter sur l'impression de modulaire dans plusieurs projets. En effet, le hangar 0 utilise des conteneurs maritimes. Mais il se trouve qu'au départ, quand on a démarré le projet, on avait en vue, alors c'était en 2016-2017, les mœurs, la culture du réemploi a évolué. On avait convenu avec la communauté urbaine du Havre de réemployer des lamellés-collés, des poteaux en lamellés-collés très abondants, avec une ressource qui nous permettait de faire l'intégralité des murs et des planchers du hangar sans faire appel à des conteneurs maritimes. Et puis, il y a eu un malentendu, on va dire, et la bille du démolisseur est passée au moment où on s'apprêtait à extraire, à utiliser cette ressource. Il y a eu une perte de à peu près 145 000 €. Voilà, on avait un petit peu les boulins à l'époque. Merci beaucoup pour vos questions. Merci à tous les 5. Alors peut-être pour terminer, un tout petit dernier exercice en 15-20 secondes. Si vous aviez une dernière remarque, un conseil ou un mot pour motiver et booster la salle à aller vers le réemploi s'il en était besoin, est-ce que vous auriez en 15-20 secondes un mot sur le réemploi? Sébastien. Travailler ensemble sur un projet commun, mais tous les acteurs en même temps. La transition se fait que si tous les acteurs bougent. Donc, Un dernier mot? Si vous le souhaitez. Au revoir. À bientôt. Non, je reviens au caractère absolument emblématique, c'est-à-dire que je pense que la culture du réemploi est applicable à beaucoup de choses et on va le voir assez rapidement. Voilà. Que le réemploi, c'est pas un choix, en fait, c'est une évidence et ça s'impose finalement. On n'a pas le choix, il faut le faire. Et je dirais que c'est
c'est pas à nous, acteurs du bâtiment, à nous adapter en fait aux contraintes, c'est plutôt les contraintes législatives, assurantielles, etc., qui doivent s'adapter à cette pratique. Si vous faites du remploi, allez voir votre assureur et ne le voyez pas comme un frein, s'il vous plaît. C'est pas le cas du tout. Juste être responsable et faire attention pour notre avenir. Et le réemploi, pour moi, c'est une chose assez logique et basique pour faciliter l'éco-transition et le changement. De la logique, du bon sens. Merci encore à tous les 5. Ça va être l'heure de faire notre pause pour nous restaurer. Alors, une petite remarque, c'est que notre espace de restauration a subi une légère translation pendant cette conférence. Donc, quand vous sortez de l'hémicycle, ce sera sur votre droite. C'est plus l'espace juste en face, mais allez sur votre droite et vous devriez trouver de la nourriture. Sinon, vous vous repérez à l'odorat, ça devrait marcher. Je vous dis à tout à l'heure, 14h précises, pour la table ronde sur le recyclage. Merci à tous et à tout à l'heure. C'est bien.